Tu sais, Comme le démontre le résultat de mes derniers rinces nasaux que j'ai fait. Ah ouais, tu fais des rinces nasaux. Je suis abonné aux rinces nasaux. Toujours appétissant. Ça enregistre-tu? Oui. On va perdre quelques C'est là. avec cette partie. C'est là. Tu sais, c'est toujours le premier épisode de quelqu'un, il tombe sous le boulot. Ils viennent de tourner dans Doctissimo. OK. On se lance, là. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval à Québec. Au Québec, bienvenue à votre podcast sur l'IA. Comment allez-vous? Vous qui rêvez de moutons électriques tard la nuit. Au programme de cet épisode, actualité, sujet, chronique libre. Ils sont nombreux avec moi. Ça, non. On a appris ça ce matin. Il y a une couple qui arrive. C'est comme ça que ça fonctionne, notre podcast. Là, c'est qu'on se prend un rendez-vous, puis à la fin, on n'est pas trop sûr combien de monde on va être. On est 5 aujourd'hui. Le premier en France, à Paris. J'ai vu sa page LinkedIn ce matin. Consultant en système décisionnel et IA appliqué, architecture, data, automatisation et réflexion sur les usages de l'IA. Stéphane Mignot est là. Comment ça va, Stéphane? Ça va très bien. Bonjour à tous. T'écoutes-tu la Coupe du Monde? Il y a un match important aujourd'hui. Oui, pour la France, oui. Je crois que pour le Canada, c'est raté. C'est terminé. On a perdu contre votre adversaire aujourd'hui, le Maroc. Mais on va vous venger. J'espère. Fais en sorte, Stéphane, que ça se passe. Puis salutations à ceux qui nous écoutent du Maroc. Le second, il est avec moi en studio, prof à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. Frédéric Plamondon est là. Ça va bien, Fred? Oui, salut, ça va super bien, merci. Le troisième, Sylvain Munger, notre politologue en résidence. Comment ça va, Sylvain? Ah, ça va très bien. J'ai aussi une statisticienne experte des sciences des données, d'enjeux, d'éthique et de gouvernance, Véronique Tremblay est là. Comment ça va, Véro? Ça va très bien, Jean-François. Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas vu. Je suis contente d'être là. Ça fait vraiment longtemps. La dernière fois qu'on s'est vu, tu sais quand? Le truc sur la souveraineté numérique de l'OBIA. Oui, mais c'est vrai, c'était notre rendez-vous. Ben, c'est ça. J'avais notre rendez-vous numérique le 15 avril dernier. Sans fait. Ah, oui. T'avais-tu aimé ça, ton passage au rendez-vous? Hey, c'était le fun, hein, les rendez-vous numériques. Et puis, on a observé une hausse du volume de personnes qui étaient présentes. On avait dans une plus grande salle, plus de monde, plein de questions. Ça a porté ses fruits que Frédéric soit pas là, finalement. C'est ça qui se passe. Prochain rendez-vous, Véro, on va aller en France. Là. Je pense que c'est là qu'on est rendu. Il faudrait aller en Suisse, en Belgique, au Maroc. Là, on a du monde de partout qui nous écoute. Donc, si vous nous écoutez... D'ailleurs, si vous nous écoutez de là-bas, là, je me cherche de nouveaux collaborateurs, mais réguliers, mais hors Québec. Ah, on aime bien notre Stéphane et notre Shirley en France, là, mais c'est ça, en France, en Suisse, en Belgique, en Algérie, n'importe où là, où on parle français, puis on tripe sur l'IA, puis on veut réfléchir, puis discuter avec nous, puis répondre peut-être à ce qu'on affirme ici. Véro, c'est comme ça que tu avais rejoint l'équipe, d'ailleurs. Tu étais tanné de nous entendre, puis de te parler tout seul dans ton salon en train de prendre ta marche. Puis là, Oui. moi, je veux leur répondre. Y a-tu un micro que je pourrais prendre? Oui, je vous répondais, puis je m'obstinais avec vous aussi, sans que vous le sachiez. C'était bien du fun. Oh, voilà, c'est une façon de s'intégrer à l'équipe. C'est exactement avec ce genre d'intention-là. On va commencer. On a un gros programme. De quoi avez-vous envie de nous parler? Tiens, on va commencer avec Véro. Véro, de quoi tu as envie de nous parler cette semaine? Un peu champ gauche par rapport à mes sujets habituels. J'ai lu un livre
Oui, j'ai fait ça. Hey, je fais ça, même moi, là, la technicienne de la gang, là, la non-intellectuelle. Oui, je fais ça, lire des livres. Donc, j'ai lu un livre. En fait, avec des images ou pas d'images? Ben, il y avait des images sur l'explication de la dualité onde-corpuscule. Donc, oui, il y avait des images dedans. Des ondes corpuscules. De quoi allons-nous parler? Ah, Franchement, ben, on va franchement, tu sais de quoi il parler franchement. Quelle question. Tout le monde sait ça, voyons. On va parler de simulation. On va s'intéresser à la question, est-ce qu'on vit dans un monde réel ou dans une simulation? Bon. Donc, c'est une question qui intéresse... Enfin, on va le savoir. Si on va est le là-dedans. savoir. En tout cas, on va se poser des questions là-dessus. C'est un ami qui m'est arrivé avec cette idée-là à un moment donné, puis j'ai pas super bien réagi. J'ai un peu ri de lui, je pense, là, quand il m'a sorti ça. Je suis de nature assez sceptique. Mais je me suis dit, je vais m'intéresser au sujet. Et je suis tombée sur ce livre de Loïc Etch, un journaliste français. La Loïc simulation Etch? en H-E-C-H-T. On va l'appeler Loïc, étant donné que je suis pas sûre de la prononciation de son nom. Allons-y pour Loïc. Donc, la simulation enquête sur la théorie qui fascine la Silicon Valley. Et si notre monde n'existait pas? Mhm. J'ai commencé à lire ce livre-là de façon très, très fermée, très sceptique. Et puis, dès le début, l'auteur m'a un peu ramené à l'ordre. Je suis une scientifique. C'est pas je crois ou je ne crois pas à quelque chose, c'est je regarde une hypothèse, je me pose des questions et j'essaie de la vérifier. Donc, je me suis dit, OK, on va se mettre dans un esprit scientifique. C'est un peu l'esprit que l'auteur prend. Et puis, je vous avoue que j'ai honte de le dire, mais j'ai été un peu ébranlée par certains éléments de dans ce livre-là. OK? Donc, premier élément qu'il faut se poser comme question, là, c'est qu'il y a comme deux grandes familles de personnes qui pensent qu'on vit dans une simulation. OK? Il y a les personnes qui voient la simulation comme il y a une espèce de Dieu qui se transforme un peu en IA là-dedans, là, d'où le lien avec IA Café. OK? Une espèce de Dieu supérieur qui est un peu ça, Dieu, une intelligence artificielle, on le sait pas trop, mais qui créerait des simulations et nous, on serait le fruit de cette simulation-là. Puis la deuxième catégorie de personnes qui pensent qu'on vit dans une simulation, elle se dit que ce sont des humains comme nous, ou même peut-être nous-mêmes, qui sommes en train de jouer à une espèce de jeu vidéo où on se simule nous-mêmes dans un monde. Mm-hmm. Donc, c'est les deux grandes approches. Puis, dans les deux grandes approches, je vous regarde et vous dites, c'est Tante Véronique qui est en train de nous raconter des choses comme ça. Mais quand même, il faut regarder les questions qu'on se pose en arrière de ça. Dans les deux grandes approches, il faut se poser la question sur qu'est-ce que c'est que la conscience. Parce que dans les deux cas, il y a une notion de conscience qui intervient. Puis c'est là que ça commence à être intéressant. Donc, l'auteur, il sépare les groupes de personnes là, qui se posent des questions ou qui ont des théories sur la conscience en trois. Le premier, ce sont les matérialistes. Donc, ceux qui pensent que la conscience émerge du matériel, dans le fond, de nos neurones, de ce qu'il y a dans notre cerveau, des interactions entre le matériel. De ça émerge la conscience. Et si c'est ça, c'est pas si fou que ça de penser qu'on pourrait le reproduire. D'accord? Si la conscience émerge purement du matériel, c'est pas si fou que ça de penser qu'on pourrait le reproduire. Si on peut le reproduire, on peut le simuler. On peut le simuler une infinité de fois. Puis si on peut le simuler une infinité de fois, ça veut dire qu'il y aurait une infinité de simulations différentes. Et si c'est le cas, les chances qu'on soit dans une simulation sont plus grandes que les chances qu'on soit dans la réalité. Mm-hmm. C'est logique. Donc, premier élément qui ébranle un peu quand même. Deuxième groupe de personnes. Là, on rentre dans ceux qui sont un petit peu plus spirituels, OK? Puis, il y a ceux qui sont spirituels, puis qu'on appelle les post-matérialistes aussi, pour qui la conscience, c'est quelque chose en soi, de différent du matériel, d'irréductible. C'est quelque chose qui existe en soi, qu'on n'a juste pas encore compris ce que c'était vraiment, ou on n'est pas capable de le saisir complètement. Mm-hmm. Donc, dans ce groupe-là, on a ceux qui ont quelque chose d'un peu plus spirituel, plus religieux. Mais là, on a un autre groupe avec nos amis de la Silicon Valley qui croient que cette espèce de conscience-là, en fait, c'est la donnée.
OK? Donc, c'est l'information, donc c'est toute la donnée qui existe. Puis ça, ce serait l'espèce de matrice de base là, de la conscience. Donc, l'intelligence artificielle se construisant sur des données, si la base de la conscience, c'est ça, on serait capable de répliquer la conscience avec l'intelligence artificielle. Donc voilà, il y a nos deux grands groupes. C'est drôle ta face aussi. Tu l'affirmes, mais tu sais, avec plein de doutes, plein d'hésitations. Et là, elle se grattait l'œil en disant Ah ouais. Je suis pas sûr de ce que je dis, je suis pas sûr de ce que je pense de tout ça. Mais je suis pas sûre de ce que je pense de tout ça, mais j'ai quand même été vraiment ébranlée. Puis je vais revenir Qu'est-ce qui t'a ébranlé là-dedans, là? Ce qui m'a ébranlée, c'est des éléments un peu... premièrement, je me suis remis dans une perspective scientifique de la chose. OK? Donc, c'est vraiment ça où je me suis dit, là, Véronique, on n'est pas dans essayer de croire ou pas à quelque chose, on se pose des questions de façon scientifique. Puis je vais revenir à ce qui m'a ébranlée, mais avant, je vais laisser Stéphane intervenir. Sylvain, excuse-moi. Je m'excuse, Sylvain. Oui, en fait, c'était une suggestion de réalisation à Jean-François, mais ce serait intéressant que quand Véronique va avoir terminé de parler, d'envoyer la musique de X-Files, I Want to Believe, dans le podcast. Parce que ça serait très à propos. Oui, parce qu'on la sent comme ça, là, comme un agent Mulder là, qui veut y croire. Là. Je voulais juste dire, en fait, que c'est... j'ai vérifié, mais le Fermilab aux États-Unis a déjà travaillé sur cette hypothèse-là. Hein. C'est un labo de physique des particules. Là, oui! Qui a longtemps été leader avant le grand accélérateur de particules en Europe, là, mais longtemps, ça a été le Fermilab. Mais ils ont déjà travaillé sur cette possibilité-là. Et ils avaient essayé de voir s'il n'y avait pas des pixels dans le niveau quantique de la matière. C'est un peu farfelu, mais je veux dire, c'est des hypothèses qui ont réellement été essayer de tester ou d'essayer de vérifier. Si... Effectivement, Loïc en parle de cette expérience-là dans son livre. Ça n'a pas été super concluant, mais il y a quand même des gens qui se posent la question scientifiquement. Et puis, Elon Musk a financé aussi des recherches là-dessus. Ouais, c'est la question que j'allais poser. Est-ce qu'on arrive à trouver des fonds pour faire ce genre de recherche? Il y a des fonds pour tout. Ça, quand tu as 1000 milliards en valeur boursière, tu peux arriver à trouver quelques sous noirs pour explorer cette possibilité. Il faut quand même rappeler que la mission de SpaceX, c'est de coloniser Mars, là, puis qu'il y a des gens qui ont investi là-dessus sans aucun problème. Là. Fait que, ça, c'est juste un facteur de ce qu'on croit qui est vrai puis qui vaut la peine investir. De l'argent pour tout. Là. Et si on vit dans une simulation, ça sera plus facile d'aller coloniser l'espace parce que là, les lois de la physique seraient peut-être différentes. Et puis, voilà. Mais c'est là qu'on va. Loïc, dans son travail, en fait, part à la recherche, c'est un Français, puis dans l'histoire qu'il raconte, il part à la recherche dans la Silicon Valley des fameux chercheurs qui auraient un groupe secret qui financerait de la recherche, des gens très, très riches qui financeraient de la recherche secrète là-dessus. Il le trouve jamais dans son livre, mais il y a quand même cette idée-là. Il est secret, là. S'il fait bien son boulot, il reste secret, là. Il y a cette idée-là, il rencontre des gens qui en ont entendu parler, mais eux, ils savent pas, ou en tout cas. Mais il le trouve jamais. Mais on revient à l'idée de approcher ça sous un angle scientifique, OK? Donc, si on veut approcher ça sous un angle scientifique, on regarde un peu les hypothèses en arrière de ça, donc la notion de conscience, d'où ça vient, tout ça, il faut se poser ces questions-là. Mais il y a deux choses qu'il faut essayer de faire, là. Il faut essayer de faire des expériences ou de chercher des indices. Alors là, ils font des expériences. Puis il y a des expériences du type être dans une autre pièce puis essayer de deviner, être dans une pièce, essayer de deviner ce qu'il y a dans l'autre pièce, puis il y a des gens qui devinent ce qu'il y a dans l'autre pièce. Là où je deviens complètement perdue, c'est quoi le lien avec la simulation là-dedans, là. Ça, je le comprends pas trop, mais ils font des expériences comme ça qui répètent. Et puis, il en conclut à une simulation, je sais pas trop sur quelle base. Donc, ce bout-là, ça m'a pas vraiment ébranlé, là. Le bout qui m'a ébranlé, c'est quand ils cherchent des indices là où la science échoue. Donc, justement, sur la notion de la dualité onde-corpuscule du comportement de la lumière. Là, juste au cas où ce bout-là vous aurait échappé dans votre cours de physique du secondaire. Physique quantique, là, ouais. C'est que la lumière se comporte de façon différente si on l'observe, si on observe le photon ou si on l'observe pas. Si on l'observe, il se comporte comme une particule. Si on l'observe pas, il se comporte comme une onde. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre présentement.
Et là, dans l'idée de cette simulation-là, qui serait comme une grosse simulation informatique, ben, ce qui viendrait expliquer ça, c'est que à partir du moment, c'est que faire les calculs, ce serait extrêmement exigeant. Donc, il y a des choses, il y a des endroits où les calculs seraient faits uniquement quand une conscience observe le phénomène. OK, je vois que ça vous a pas convaincu. Moi, ça m'a un peu ébranlé. Moi, je me suis dit, c'est quand même intéressant parce qu'on le comprend pas du tout. Donc, disons, essayons de voir, on sort de ce qu'on connaît complètement, puis on se dit, OK, c'est juste que la simulation, un peu comme dans un jeu vidéo, l'image apparaît juste quand tu te rends à cet endroit-là. Ben oui. Ben, à partir du moment où une conscience, si on arrive à trouver ce que c'est que la conscience, à partir du moment où une conscience observe quelque chose, c'est comme si la simulation se comportait différemment, mettons. Donc, je vois, mais j'aime comment que tu l'articules puis ta curiosité pour aller là. Mais je le vois là, je le vois un peu mieux là. Je pense que ton parallèle avec les jeux vidéo, le fait que ça n'existe pas tant que t'es pas dans la pièce d'un jeu vidéo, ou ça existe sans toi, il y a ces idées-là. Ça existerait, c'est ça. Sauf, mais ça prend un observateur. Puis quand l'observateur arrive, ça se comporte différemment. J'ai une question. Oui. Est-ce que la conscience actionne par elle-même un changement, ou est-ce que dans la simulation, il y a des éléments, comme dans un jeu vidéo, par exemple, je peux arriver changer de monde dans Baldur's Gate, par exemple, changer d'environnement, puis ce que je vais faire va activer différents modules du jeu qui vont activer différents scénarios ou différentes choses. Mais là, c'est la conscience elle-même. Le fait de prendre conscience de la simulation transforme la simulation sans qu'il y ait de contact observable là, entre les deux, là, sans qu'il y ait de mécanisme. C'est ça que tu dis. Là. Ce serait quelque chose comme ça, qui pourrait expliquer cette chose-là que la science n'arrive pas à comprendre présentement. Non, mais tu sais, il faut rester ouvert, là. Puis le gars, il nous ramène à l'époque où, à l'époque de Galilée, où on avait de la difficulté à comprendre le mouvement des planètes, tu sais, puis il fallait changer. Ça prend des hypothèses, puis on se trompe, puis il fallait changer de façon de voir les choses complètement, puis à partir du moment où on arrêtait de mettre la Terre au centre du fonctionnement des planètes, tout s'expliquait plus aisément. Tout s'expliquait super bien. Écoutez, j'essaie de faire preuve d'ouverture d'esprit, puis de... Ben, comme expérience de pensée, c'est toujours trippant, là, tu sais, puis on meurt pas de penser à ce genre d'hypothèse-là, là. On réfléchit, on trippe, on est là, puis on s'écoute, puis on s'intéresse à ça, puis intellectuellement, c'est super stimulant. Moi, je trouve que c'est des questions tout à fait pertinentes, en fait, qui rejoignent même les débats de fond en intelligence artificielle, là, sur qu'est-ce que c'est la conscience. Ce qu'est la conscience, tu sais, c'était là en philo, puis là, c'est repris par l'intelligence artificielle, mais tu sais, ces questionnements-là, moi, chez Descartes, c'est là. C'est l'anima d'Aristote, c'est ça. Il se demande c'est quoi l'âme. Descartes, il se demande si le monde existe, puis il finit par dire, faisons profession de foi, puis peut-être que le monde n'existe pas, mais en attendant, on va faire comme s'il existait, puis je me mettrai pas à questionner s'il y a vraiment un plancher devant moi. Là, je vais mettre le pied, puis en attendant, j'y crois un peu, mais je suis capable de mettre ça en doute. Fait que c'est des questionnements qui sont là, puis c'est intéressant. C'est super stimulant de voir que l'IA remet ça au goût du jour. C'est quoi la conscience? C'est quoi l'intelligence? C'est le débat Searle-Dennett dès le départ, là. C'est-à-dire, d'accord, c'est sûr qu'on va supposer que la conscience, c'est une propriété émergente de la matière, mais de quelle matière? Est-ce que c'est le cerveau? Est-ce que c'est la biologie, la matière? Ou est-ce qu'au contraire, ça peut pas être simulé d'une manière symbolique à l'aide de règles puis de symboles arbitraires? Puis là, on est tout le temps dans la matière, mais c'est juste, est-ce qu'il faut le simuler de manière biologique ou est-ce qu'il faut le simuler de manière symbolique ou logique, là, si on veut, là? Puis là, on est dans les débats de l'IA, là, de fond, là, sur ce que c'est puis qu'est-ce qu'on est capable de produire, là. Complètement. Puis ils font vraiment des expériences là-dessus. Ils ont trouvé des personnes qui ils essaient de faire des expériences justement sur l'élément de la dualité onde-particule avec l'observation ou pas par une personne ou pas. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas vraiment trouvé de preuves de ça, mais l'hypothèse est encore là. Puis c'est assez intéressant ce qui émerge comme scientifiquement, là, comme travaux de ça. C'est assez intéressant. Donc, ça a-tu un nom, ce champ-là de recherche?
J'ai pas trouvé de nom, mais j'ai vu dans le livre, il y a un des chercheurs qui a réussi à convaincre de travailler là-dessus, qui est à Polytechnique à Montréal. Donc, je vais essayer de fouiller ça quand je vais aller faire un tour à Montréal pour voir. Donc, il y a des choses qui m'ont ébranlé comme ça sur ces éléments-là de la dualité onde-particule ou des choses qu'on essaierait d'expliquer que la science n'arrive pas à expliquer. Des choses comme les nombres, par exemple, certains nombres qu'on n'arrive pas à comprendre dans notre système, là, le nombre pi, tu sais, ou le nombre ou la constante d'Euler qui ont certaines propriétés il y a quelque chose qui nous échappe un peu là-dedans. Donc, il fait des liens avec ces éléments-là de la science qu'on n'arrive pas à expliquer. Ça, c'est quand même assez intéressant. Là où je suis pas du tout ébranlée, c'est quand on m'arrive avec l'argument de, tu sais, quand il y a quelque chose d'un peu improbable qui se passe, là, ben, vu que quelque chose d'improbable se passe, on est dans une simulation. Tu sais, ce type d'argument-là où les gens vont dire, il y a des gens qui amènent ce type d'argument-là pour parler de Dieu aussi, là, par exemple. Ben, tu sais, c'est quoi, parmi toutes les combinaisons possibles de ce qui pouvait se passer dans l'évolution, tu sais, les probabilités qu'on soit là aujourd'hui en train de se parler sont très, très, très petites. Ben oui, tu sais, les probabilités sont extrêmement faibles. Fait que chaque événement, chaque solution possible ou chaque élément possible à la fin, il y a une probabilité qui est infinie, qui est infiniment petite, mais ce qui est certain à 100%, c'est qu'il y a une de ces choses-là qui va se réaliser, puis c'est juste celle-là qui s'est réalisée, là. Donc, ce type d'argument-là, moi, il vient pas du tout m'ébranler, là, dans ma façon de percevoir le monde. Surtout qu'on peut se poser la question uniquement parce qu'elle s'est réalisée. Donc, quoi qu'il arrive, ben oui, le monde est comme ça. Puis là, ben, sachant qu'elle s'est réalisée, la probabilité que ce soit réalisé est de 100% de toute façon, là. Donc, c'est intéressant de voir que tu t'es rendu là dans ta réflexion, là. Statisticienne, mathématicienne, puis tout à coup, philosophe, le sens de la vie, le sens de la conscience, est-ce que l'existence même de notre monde, il y a des questions fortes, là. C'est fascinant, puis ça m'amène à la troisième catégorie de personnes la troisième catégorie de façon là, de percevoir la conscience. Là. J'ai parlé des matérialistes, de ceux qui sont plus dans le spiritualisme post-matérialiste, et Loïc parle d'une troisième catégorie qu'il appelle ceux qui sont dans les gradins. Donc, ceux qui vont naître et mourir sans jamais s'être posé la question. Je sais pas dans laquelle des deux premières catégories parce que là, je suis, mais je sais que je suis pas dans la troisième. Ça, c'est sûr. C'est bon. Le livre m'a assez ébranlé pour me poser des questions entre la première puis la deuxième catégorie, mais la troisième, c'est sûr que je suis pas là. Être dans les gradins puis regarder la vie comme on regarde un match de foot. J'aime bien ça. Je préfère y participer. Ouais. Je préfère être dans les deux autres catégories. Ben, merci. Beau sujet, Véro. Ça nourrit vraiment nos réflexions. C'est loin... Ben, c'est loin de l'IA concrète, mais en même temps, ça fait partie des questionnements. Là. C'est juste qu'on les aborde moins ici. On essaie d'être pratique, terrain, l'IA. C'est moi, là, tu sais, ces réflexions-là, c'est des réflexions en philo. Fait que j'essaie de m'en éloigner pour aller sur le terrain, mais là, tu me replonges. C'est moi qui les ramène. Ouais, c'est moi qui me replongé dans la tour d'ivoire. Mais c'est parce que moi, je les découvre peut-être. Toi, peut-être que c'est le genre de choses que tu vois depuis plus longtemps. Moi, je les découvre. Donc, je suis comme, oh, wow, on se pose ces questions. Oui, il y a des bonnes questions qui sont associées. Je trouve ça absolument fameux. Là. Si jamais tu arrives à trancher la question, Véronique, à la fin du livre, à savoir si la conscience, là, elle peut être simulée ou pas simulée, dans quelles conditions, etc., on va peut-être finir par répondre à la question, c'est quoi un système diagentique? Ben oui. Enfin, on va faire la différence entre le marketing puis la science à un moment donné, ça pourrait être pas pire. Hein? En tout cas, je dis ça, je dis rien. On y arrive bientôt, Fred. Ouais. On va laisser Véro continuer ses explorations. Elle nous arrivera avec une réponse bientôt. Merci Véro. Je me retournerai vers Stéphane. Tiens, Stéphane Minéo. Où t'as porté tes réflexions, là. Où t'en es rendu? Est-ce que tu es allé dans la conscience IA ou ailleurs? Alors la conscience IA, j'y réfléchis très très souvent parce que depuis tout jeune, j'étais toujours convaincu que l'intelligence artificielle pourrait faire une simulation de langage, etc. Pour moi, ça a toujours été quelque chose auquel j'ai cru. La conscience, j'ai jamais compris vraiment ce que ça pouvait être chez un être humain. Ou chez un animal d'ailleurs, et donc du coup là c'est un sujet auquel j'ai vraiment pas du tout là j'ai du mal à me dire qu'un logiciel pourrait faire un jour une conscience, mais je ne sais pas ce que c'est, donc c'est difficile. Oui, comment faire quelque chose qu'on ne sait pas ce que c'est?
C'est ça le défi en ce moment. Et créer une conscience. Et une conscience qui essaye de générer une conscience qui a de la difficulté à se définir elle-même. Bien, si je peux me permettre, est-ce que la question même est utile? Dans la mesure où on est capable d'avoir une simulation, par exemple, là. Quelque chose qui simule suffisamment la conscience là, pour que ce soit convaincant. Est-ce que le fait de savoir si oui ou non il y a une conscience est utile? Oui, je pense qu'on se pose la question avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. On se pose souvent la question, est-ce que... d'abord, c'est quoi l'intelligence? Parce que c'est pareil, c'est des questions qu'on se pose. Et non, je pense que ça vaut le coup de se poser cette question. Ben oui, j'espère, parce que là, ça fait 20 minutes qu'on en parle. Mais je comprends ce que tu veux dire, Fred. Mais comment tu ferais, Fred, pour savoir que tu as stimulé la conscience? Je sais pas. Ce que je dis, c'est que c'est peut-être pas nécessaire de le savoir. Tu sais, récemment, j'ai entendu des discussions. C'est utile. J'ai entendu des discussions entre des gens en philosophie puis des ingénieurs informatiques. Tu sais, puis ils parlaient, par exemple, ils disaient quelque chose comme dans un modèle de langage, on simule la conscience. Puis là, tu sais, j'ai vu les ingénieurs faire comme une drôle de face en disant, tu sais, je comprends ce que tu veux dire d'un point de vue du langage commun parce que c'est commode, mais dans les faits conscients, je sais pas de quoi tu parles, c'est pas un terme technique. Puis là, la question qui se pose, c'est est-ce que ça simule suffisamment ou pas une fonction de l'intelligence, puis à quel degré de complexité et pendant combien de temps? C'est ça les questions qu'il faut se poser. Dans ce contexte-là, est-ce qu'il y a une expérience, est-ce qu'il y a des qualia, est-ce qu'il y a une expérience interne? C'est pas super utile d'un point de vue du génie, là, au sens où on a de quoi qui fait le travail, c'est une fonction de l'intelligence qui est reproduite, qui est simulée, qui peut être automatisée, qui peut être scalée, qui peut être... après ça, c'est une question de degré. Je les trouve ennuyants, tes ingénieurs. Oui, c'est ça. La philo, est-ce que c'est utile? La réponse, c'est non. Là. Oui, pour d'autres choses, d'ailleurs. En tout cas, mais j'y reviendrai tantôt. Après, ce qu'on avait vu sur le langage, on avait le test de Turing qui a résisté pendant très, très longtemps. On s'est dit, le jour où il y aura le test de Turing qui sera réalisé, ça y est, on aura de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je pense que la question ne se pose même plus. Ce test de Turing, je pense qu'il est explosé. Oui. Et ce test, on voit qu'il n'a plus de sens, qu'il n'a pas eu de sens réellement d'ailleurs. Enfin, ça a été un espèce de plafond de verre pendant très longtemps. Pour la conscience, est-ce qu'on serait capable de trouver un nouveau test? Ouais, un nouveau test, mais bon, voilà, c'est porte ouverte. T'en as-tu un? On pourrait l'appeler le test de Stéphane Minéo. Oula! On trouvera un autre nom. C'est bien, ça. Ça, c'est scientifique comme approche. J'aime ça. Alors moi je voulais pas vous parler de ça, même si c'était super super intéressant. Je me posais la question pendant que Véro parlait, c'est un arbre fait du bruit quand il tombe en forêt là. Voilà, on est là aujourd'hui. Voilà. Ouais, et ce que je suis en train d'observer plutôt en France, c'est une petite révolution qui se passe un peu discrètement, mais au niveau des entreprises, les ESN, c'est les entreprises de services numériques, en gros les entreprises de consultants. Il y a une petite révolution depuis 2024. On constate quand même qu'il y a une restructuration qui s'opère, c'est-à-dire qu'il y a des grands acteurs qui ont licencié ou qui ont permis des départs volontaires. Il y a eu en même temps des achats d'entreprises qui étaient spécialisées dans l'intelligence artificielle, puisque forcément, l'idée de ces boîtes de conseil, c'était de vendre de l'intelligence artificielle. Et mon sentiment, c'est qu'elles n'ont pas trop réussi jusque-là à vendre dans les entreprises, ou en tout cas, même s'il y a eu beaucoup de POC, de thèses, j'ai pas vu d'entreprises qui ont réellement, avec de l'intelligence artificielle générative, fait une grosse révolution de leur entreprise. Et alors peut-être que ça existe et je serais content de les rencontrer. On aimerait, on les cherche. En ce moment, c'est ce qu'on fait. Là, on les cherche, là, ceux qui l'ont intégré, qui ont réussi, que le ROI, le retour sur les investissements est à la hausse. On les cherche. Et en France, on a un acteur qui travaille beaucoup sur ça, c'est Mistral qui essaye de vendre en tout cas aux entreprises leur modèle pour différentes raisons, la souveraineté, le fait qu'on puisse l'installer, etc. Et donc en tout cas l'ensemble des boîtes de conseil aujourd'hui essayent de former bien sûr
leurs experts en IA, ils leur font passer des certifications, etc. Mais on voit quand même que je pense que ça a du mal à apprendre dans les entreprises, en tout cas pas aussi vite que pour le grand public. Et là, je pense qu'il y a OpenAI qui du coup trouve qu'il y a peut-être quelque chose à combler à ce niveau-là, puisqu'ils ont annoncé le 24 juin, donc c'est très récent, qu'ils allaient s'installer en France pour faire du conseil et aider les entreprises à créer de la valeur ajoutée grâce à l'IA au sein des entreprises. Ils vont installer des bureaux, ils vont installer quoi? Qu'est-ce que ça implique? S'engager comme ça, là? Alors, de ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont fait déjà des partenariats. Alors, déjà, l'entreprise s'appelle OpenAI Deployment Company. Elle est financée en partie par OpenAI, mais également par d'autres acteurs du conseil. Donc, on va avoir McKinsey, Capgemini, Accenture, tout un tas de groupes qui participent. Donc, ils ont des accords entre eux. Donc, ils pourront, j'imagine, détacher leurs consultants pour aller vendre et installer du chat GPT en entreprise. Alors, je sais pas trop si c'est la bonne stratégie. Aujourd'hui, les boîtes de conseil, je crois qu'en bourse, elles descendent petit à petit depuis plus d'un an, là. Donc, peut-être que c'est un virage pour ces boîtes de conseil qui permettra de regagner peut-être la confiance de leurs clients, sachant que le consultant, entre guillemets, j'allais dire de base, enfin le consultant se vend peut-être moins bien aujourd'hui qu'il y a quelques temps, et peut-être lié justement à l'arrivée de l'intelligence artificielle. Enfin, c'est quelque chose que je vais observer. Bon, moi, j'ai travaillé beaucoup en boîte de conseil, donc c'est quelque chose qui m'intéresse. Et je serais très intéressé de voir un petit peu quelle va être la réaction des grandes entreprises en France, en tout cas vis-à-vis de ça. Est-ce qu'elles vont rester peut-être sur un modèle où on va essayer de garder une souveraineté et essayer de garder... Et je pense que c'est ça la direction. Ou est-ce qu'on va s'acoquiner avec OpenAI? Oui, c'est ça. C'est comme si c'était une réponse, dans le fond, à la souveraineté numérique. Là. C'est, vous voulez faire ça dans votre pays, on va s'installer dans votre pays. C'est ça. Après, il y a Mistral qui est un compétiteur. OpenAI s'installe. Toi, au Canada, on a Anthropic là, qui tranquillement installe ses bureaux à Montréal. Fait que ça va leur permettre de dire « fait à Montréal ». Pas Anthropic, mais fait à Montréal. Après, il y a toujours la position des serveurs, ça, dans le cloud, où est-ce que se trouvent les serveurs physiquement sur le monde. Et voilà. Et je pense que OpenAI n'a pas de serveur en Europe aujourd'hui, en tout cas, n'a pas de processeur, etc. en Europe. Les données sont pas ici. Ce que Mistral, justement, essaye également, c'est-à-dire qu'ils ont décidé d'installer des serveurs dans le nord de la France. Ça permettrait de couvrir l'Europe, en tout cas, de permettre un détachement vis-à-vis des États-Unis. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant politiquement. Oui. Alors on s'éloigne un peu de la technique, c'est pareil, c'est pas trop mon domaine. Hein, mais en même temps, c'est le fun, c'est normal. On part de la technique, puis après ça, on voit bien qu'il y a des enjeux qui tournent autour de ça. Mais ça, les enjeux géopolitiques et financiers, là, on les voit en ce moment. Là. C'est exactement ce qui se passe. Là, les compagnies, il y a un mouvement de souveraineté numérique en disant on veut pas être à ce point-là dépendant des États-Unis. Puis là, t'as les compagnies qui voient bien que ça leur échappe, puis là qui font des rapprochements, qui essayent de s'inviter dans certains pays, puis d'être mieux reçus, mieux perçus. Véro, t'avais quelque chose? Ben oui, Stéphane, quand on parle de consultation ici, là, est-ce qu'on parle de consultation vraiment
C'est plus en informatique ou parce que moi, ce que j'observe présentement sur le marché, en tout cas au Québec, là, oui, il y a une baisse des demandes pour des consultants vraiment en informatique, mais au niveau de tout ce qui est stratégie d'adoption, qu'est-ce qu'on choisit de faire, qu'est-ce qu'on choisit de pas faire, comment on forme, tout ce qui est gouvernance, tout ce qui tourne autour de ça, la demande est vraiment loin d'être en baisse présentement, là. Donc, tu parlais de quel type de conseil? Alors, moi, je connais beaucoup Accenture, hein, parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus. Et chez Accenture, on a effectivement il y avait, moi j'y suis plus, mais il y avait deux parties. Il y a vraiment la partie effectivement stratégie, conseil pur, on va dire création de PowerPoint. Ne me regarde pas comme ça, Véro. Non, mais je le sais, c'est juste que moi, je fais pas ça, là, mais OK. Et puis, il y avait la partie, effectivement, on va dire, plus informatique, qui est avec un clavier entre les mains. Alors, lesquels sont touchés, j'aurais tendance à dire, probablement les deux. Mais voilà, à confirmer. Là, je n'ai pas de chiffres réels pour répondre à ça. Je pense que par exemple, Accenture a licencié 12 000 personnes dans le monde l'année dernière, je crois. Capgemini, 2500 en France. Mais je pense que c'est des personnes qui n'arrivent pas à convertir vers l'IA. Enfin, c'est comme ça que c'est présenté, en tout cas. Parce qu'ils essayent de former des consultants à l'IA. Ceux qui ne sont pas favorables à cette transformation, ils sont sortis du système, de ce que je comprends. En tout cas, c'est présenté comme ça par Accenture. Invité à la retraite et pas le temps de s'adapter. Bye. Alors après, est-ce que c'est une réelle demande des entreprises? Je ne sais pas. Je pense qu'ils essayent peut-être aussi de devancer une certaine demande. Je suis pas assez stratégique pour savoir. Pour savoir. Ben merci, Stéphane. Une belle réflexion. On va suivre ce dossier-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça en ce moment. Là, c'est le mouvement des joueurs majeurs. Là, si tout le monde s'isole, la souveraineté numérique, c'est sûr qu'économiquement, ça va finir par leur faire mal. Comment vont-ils répondre à ce mouvement-là, là, cette marche qui semble inarrêtable de la souveraineté? OK, ben de mon côté, tiens, vous faites de la philo puis de la socio-économique. Moi, j'ai fait de la petite informatique. C'est ça que j'ai passé, tu sais, je me suis dit, bon, ben, je vais tester un outil puis je vais juste en parler parce que moi, j'en teste plein des outils, mais là, je me suis dit, ben, moi, je vais en parler de ce que j'ai fait aussi. Puis je me dis, il y a peut-être quelqu'un qui, comme moi, tripe sur la philo, les enjeux sociaux, éthiques, puis qui n'a pas de connaissances en informatique. Ben, c'est ça. Aujourd'hui, je lui parle, toi, là, qui teste pas beaucoup de choses. Moi, j'ai testé les gems de Google Gemini, je ne sais pas dans quelle langue vous le prononcez, mais je me suis créé, comme Fred, qui s'était fait un Fred GPT, je me suis créé un petit Jeff GPT Gem, un espèce d'assistant IA, esclave et bénévole. C'est comme ça que je le vois, là, pour répondre aux nombreuses questions de mes étudiants qui me posent toujours sur mon plan de cours. Tu sais, mon plan de cours, il y a plusieurs questions que j'aurais juste envie de leur répondre. Ben, lis le plan de cours. Mais tu sais, c'est un peu bête. Fait que souvent, je réponds à leurs questions. Mais mon plan de cours, il faut le voir, là, c'est pas une page, un plan de cours. Là, c'est 38 pages, mon plan de cours. Parce qu'on nous oblige à faire un plan de cours puis à répondre à toutes les questions. Puis à la fin, ben, il y a 38 pages à lire. Je suis sûr qu'un étudiant, il choisit ses batailles. Puis 38 pages, c'est quand même long à lire. Donc, information générale, le prof, qui il est, les horaires, les coordonnées, les miennes, celles des services, les objectifs du cours, ce qu'on va couvrir, le calendrier, les modules, les thèmes hebdomadaires, les modalités d'évaluation, les pondérations de mes travaux, examens, les règles de vie, les politiques, la gestion des équipes, les délais, tout ça, c'est inscrit dans mon plan de cours. Puis vous voyez que c'est des sujets qui peuvent intéresser les étudiants, mais qu'ils ne les liront pas parce qu'ils n'ont pas juste ça à faire. Donc, je me dis, si les étudiants veulent poser des questions sur la forme du cours, sur le plan de cours en tant que tel, ils peuvent les poser à mon petit JF GPT Gems assistant bénévole, esclave.
Puis comment? Ben c'est ça. Comment j'ai fait? C'est assez simple. Puis dans mon cas, je suis pas calé en informatique, fait que je suis allé sur le site de Gemini. Je me suis ouvert un petit gem. Tu cliques sur gem, puis là, tu lui donnes un nom. Puis là, après ça, tu lui donnes des instructions bien simples en français, le mien, en langue naturelle, la mienne. Donc, je lui explique c'est quoi son rôle. Je lui donne quelques règles concernant son comportement. Puis là, ben, tu l'éduques. Puis tu l'éduques, dans mon cas, c'est que je lui ai donné un plan de cours de 38 pages à lire. C'est tout. Puis là, maintenant, il est capable de répondre à toutes les questions qu'on lui pose sur le plan de cours. Puis mes étudiants, ben, à l'automne, vont avoir accès à ce petit JF GPT GEM. C'est mon auxiliaire IA esclave bénévole. Puis les problèmes que j'avais avec, en ce moment, ben, je les ai réglés, mais les plus gros problèmes que j'ai eu avec lui, c'est qu'il était très verbeux. Tu lui posais une question simple, genre, c'est quand la date de l'examen? Ah, bonjour, toi, blablabla. Tu es un étudiant, merci d'être là. Puis là, voici toutes les répondants en 4 paragraphes. Puis là, excellente question. Excellente question, 4 paragraphes. Puis là, tu dis, je me mets à la place de l'étudiant, là, il va l'haïr, c'est sûr. Là. Fait que je me suis dit, bon, maintenant, je lui donner des nouvelles consignes. Tu réponds en 2-3 phrases claires, le plus simple possible, le plus rapidement possible, puis évite les formules de politesse, le réponds simplement. Fait que ça finit par marcher, puis là, tu lui poses des questions, puis c'est simple. Puis mon projet avec ça, ben c'est éventuellement de me créer un vrai auxiliaire IA, c'est-à-dire que là, je souhaiterais, puis là, j'ai hâte de voir si ça va vous rendre nerveux autant que moi, je vais lui donner toutes mes enregistrements de cours, mes PowerPoint, mes podcasts de cours, les textes à lire, mes modules, les verbatims de tous mes cours que je donne, les enregistrements Zoom, des exemples de TP, mes examens, tout ce que j'ai construit depuis 15 ans, puis je vais donner ça à mon petit Gem. Avez-vous peur? Avez-vous des conseils pour me donner éviter une catastrophe? Stéphane, tu ferais quoi pour éviter une catastrophe avec ce genre de plan-là? Alors, j'ai pas essayé Gemini, mais est-ce que tu payes au token ou pas? Comment ça fonctionne? Parce que pour l'instant, c'est gratuit. On me donne accès. La seule chose qu'on m'a demandé, c'est de lui donner mes informations sur mon compte Google. Oui, bah après... Puis il me donne accès à trois modèles, puis j'ai pris le modèle qui était le plus simple, qui répondait le plus simplement, puis qui coûtait rien. Oui, avoir la limitation. Alors après, tout de lui donner, tu fais cadeau à Google beaucoup d'informations qui pourront réutiliser un peu comme il veut. J'imagine que tu enlèveras quand même les données nominatives. Bonne idée. Voilà. Qu'est-ce que j'en pense? Alors pourquoi pas? Moi, je le ferais pas. Enfin, moi, j'aime pas trop donner beaucoup d'informations. Encore que je crois que ChatGPT a accès à mon Google Drive, donc il accède à beaucoup de choses. C'est ça. Mais moi, j'ai une question. Oui. Pourquoi tu ferais ça? Parce que peut-être que tu as des bonnes raisons de le faire. Mais la question, c'est pourquoi est-ce que tu vises les matins chantants de l'intelligence artificielle générative qui vont tout automatiser, puis là, tu vas pouvoir annoncer sur LinkedIn que tu gagnes au moins 4 heures par semaine si on fait telle étape, 1, 2, 3, avec des petits émoticônes flash? Ou est-ce que tu veux faire autre chose avec ça pour tes étudiants? C'est quoi les objectifs? Pour l'instant, c'est un projet théorique, une hypothèse à vérifier si c'est pertinent ou pas. Parce que pour l'instant, je l'ai annoncé comme ça, là, mais je suis loin d'être convaincu. Là. Si je lui ai donné juste mon plan de cours, c'est que je me suis dit, OK, on va le tester, mais je te donne juste mon plan de cours. Il n'y a personne qui veut le lire. Mes étudiants ne veulent pas le lire. Je vais le donner à Google. Je me dis, au moins, il y a quelqu'un, il y a une IA qui va le lire. Là. Là, je vais me permettre, Jean-François, de te donner mon conseil de consultante qui fait des PowerPoint, comme dirait Stéphane. Réfléchis à comment tu vas le tester, ton outil. OK, c'est ça l'enjeu présentement avec ce type d'outil-là. On sait pas si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, puis c'est quoi ta responsabilité si ça fonctionne pas. S'il donne une mauvaise information à ton étudiant puis qu'il dit l'examen il est dans telle salle à telle date puis que c'est pas la bonne date et que l'étudiant se pointe pas à la bonne date, qui est-ce qui est responsable de ça? Dans l'outil, toutes les fois que tu lui poses une question, l'outil c'est écrit ceci est une IA, l'IA peut se tromper. Est-ce que c'est suffisant? Devant un juge, devant un tribunal, est-ce que ça tient, vous pensez? Tu peux corriger ça en disant « Donne-moi des réponses toujours valides. »
Genre, ne te trompe pas. Mais là, ne te trompe pas. Je vais te mettre ça dans ces prompts, toi. Exact, ouais, ça va mais marcher. mais je l'amène quand même sous l'angle de c'est un défi présentement là, de créer ce type de système-là puis de les tester. Faut revenir à, je suis en train, là, dans mon travail, de revenir à des choses que je faisais il y a 15 ans en stats, c'est-à-dire des plans d'expérience. On va faire une planification d'expérience avec qu'est-ce qu'on teste, comment on le teste, combien d'échantillons on va chercher. Donc, je retourne aux stats très classiques, là, d'échantillonnage avec ça. Fait que c'est ça le défi avec ton affaire, mon petit conseil de consultante de PowerPoint. Bon, c'est ça. C'est ça que j'ai fait. Je voulais avoir vos rétroactions, mais j'y crois pas beaucoup, là. C'est-à-dire que moi, donner 15 ans de ma vie à mettre ça sur un serveur comme ça, puis dire, peut-être que ça va me permettre de sauver du temps. Puis c'est sûr, c'est tannant de répondre à ces questions-là systématiquement à mes étudiants, mais en même temps, c'est ça mon boulot. Je suis pas sûr que je vais gagner tant que ça à avoir cette IA-là, puis surtout la prise de risque qui est associée à ça, puis en même temps donner encore des connaissances que ces compagnies-là vont nous piller puis vont me les revendre dans 15 ans. Sous forme d'abonnement. Sous forme d'abonnement à fort prix de chaque token. Toi-même, est-ce que tu es d'accord avec les 15 ans de documents? C'est-à-dire que toi-même, peut-être que quand tu les relis, tu n'es peut-être plus d'accord avec les plans de cours que tu avais il y a 15 ans. Mais est-ce que tu vas les relire tous avant de les donner? Ben oui, c'est vrai. Si on veut gagner du temps, il faut que je relise tout ça. Il faut que je réécoute tous mes cours pour être sûr que je suis d'accord. Que tu donnes pas des mauvaises données. Il faut être sûr que j'ai pas dit d'erreur, parce que là, je vais lui reprocher de faire des erreurs alors que c'est les miennes. Ouais, la qualité des données, c'est souvent un problème pour ce genre de projet. Mais tu pourrais utiliser tes étudiants pour tester l'outil. Tu pourrais faire comme ton expérience avec tes étudiants. Utiliser j'aime comment tu le formules. Je pourrais utiliser mes étudiants. J'ai une question. Un outil, là, ça sert tout le temps un objectif. Là, ça peut être juste pour avoir du fun, là, mais ça sert un objectif. Moi, je me souviens, dans mes cours au secondaire, on faisait un outil, c'était une machine que tu branchais, puis c'était juste un levier qui débranchait la machine. Fait que, c'était une machine à rien, là, c'était le fun à faire. T'sais. Mais là, dans ce cas-là, c'est un outil qui sert à qui? Puis à quoi? À quelle fin? À quoi ça sert? Est-ce que tes étudiants vont préférer passer par la machine ou ce qu'ils veulent, au contraire, c'est avoir un contact authentique comme à peu près tout le monde? T'sais? Ils veulent avoir accès à un prof. Ils veulent poser des questions. Ils veulent avoir une relation humaine, intellectuellement stimulante avec un prof. Mais notre institution, en ce moment, c'est pas ça qu'elle peut leur fournir. J'en ai 250 à l'automne. Ça fait que c'est ça. Fait que je suis en train de développer un outil pour répondre à un problème qui a été généré par le système, puis je vais leur donner une réponse à des questions qu'ils ne se posent pas, puis un outil dont ils ne veulent pas. Puis s'ils ont le choix, ils vont donner un coup de pied à mon GF-GPT. Ils vont juste être complètement indifférents, tu sais, je veux dire, à quoi bon ajouter des étapes alors qu'ils peuvent parler aux profs? Petit message à l'institution et aux autres institutions, là. Pour être capable de faire une adoption responsable d'intelligence artificielle générative dans les institutions d'enseignement supérieur, là, ça coûte quelque chose. Il faut réduire la taille des groupes, il faut engager plus de profs, il faut s'assurer que l'expérience éducative a du sens pour les étudiants et les étudiantes, ce qui implique de parler aux étudiants et aux étudiantes. Ce n'est pas une usine, ce n'est pas une chaîne de montage, ça prend des ressources réelles. Dire « j'ai une politique d'usage responsable de l'IA », c'est du pipi de chat. Ça sert à rien s'il n'y a pas de ressources en arrière. Voilà, je l'ai dit. Ouais, mais pour défendre un peu le robot de Jean-François, il y a quand même beaucoup de travail qu'on fait quand on enseigne qui sont, c'est pas nécessaire d'avoir un humain. L'étudiant, il veut juste avoir une réponse rapide de c'est quand l'examen, est-ce que j'ai le droit de prendre ma calculatrice ou pas, t'sais. Il peut aller au plan de cours. It's in the syllabus. Ouais, mais non, ouais, mais c'est ça, mais il va écrire au prof. C'est pas vraiment au prof qui veut parler. Il est juste trop paresseux pour lire. Ben oui, mais ça, tu sais, je veux dire, c'est comme de mon point de vue, ça, là, c'est exactement comme utiliser des systèmes d'intelligence artificielle générative pour synthétiser des tests. Récemment, il y a quelqu'un qui m'a demandé d'essayer une application pour créer du matériel pédagogique. J'ai pas envie de ça. C'est le cœur de mon métier. C'est ce qui donne du sens au fait que j'ai une pratique d'enseignement, c'est de créer du contenu, c'est de lire des textes.
c'est de faire de l'encadrement. Puis là, les institutions m'envoient le message, non, utilise l'intelligence artificielle. Tu vas t'amasser des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée. Hey, toi, chose, pas de valeur ajoutée à l'école, là. Lire, structurer ses idées. Voyons, allô? T'as pas de tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée comme enseignant? Ben, une tâche qui n'a pas de valeur. Oui, je vais en décrire une, drette là, à part de ça. Corriger un mémoire qui est synthétique puis qui a été généré, là, ça, là, zéro valeur ajoutée. C'est plate à mort. Ça me fait du mal de faire ça, tu sais. Ça n'a pas de valeur ajoutée. T'as-tu un nom? Non, je ne vais pas nommer de nom personne, mais tu sais, ça me fait du mal, puis tu sais, c'est ça. Encourager les étudiants à utiliser des outils qui vont les court-circuiter dans le développement de leurs compétences. T'sais, pour des professionnels, là, je ne pose pas de questions, c'est vraiment à l'école. T'sais. Mais là, j'avais un mémoire, là, j'ai utilisé Claude pour faire l'évaluation, mais pas pour lire le mémoire. Je l'ai lu au complet, j'ai lu toutes les pages du mémoire, parce que là, les mémoires, maintenant, ils augmentent. Là. On est passé de 125 pages à 225 là, depuis ChatGPT. Là. Mais, tu sais, j'ai lu toutes les affaires, j'ai fait tous mes commentaires, j'ai fait ça, parce que ça, la job de lecture, de réflexion, de structuration de la pensée, ce n'est pas des tâches à peu de valeur ajoutée. Ça fait partie de la game. Tu sais. C'est comme ça qu'on construit une compréhension. Après ça, rédiger le rapport d'évaluation de 6 ou 8 pages, là, ça peut être plus long puis plus énergivore, mais ça fait quand même partie du cœur de métier. Là. Je veux dire, fait que c'est ça. Il y a comme un message avec l'IA générative en enseignement supérieur qui est bien agaçant à un moment donné parce que, tu sais, c'est pas rédiger un rapport. Tu sais, si vous êtes dans une grande organisation, au gouvernement ou ailleurs, puis que votre direction, elle trouve ça super cool d'avoir des rapports synthétiques une fois de temps en temps avec des tournures de mots bizarres puis des espèces de synonymes à deux scènes, c'est cool pour eux autres, il n'y a pas de problème. Mais dans l'éducation, c'est pas exactement comme ça que ça devrait se passer, je pense. Tu sais, mais c'est une opinion morale et je la partage. Mais j'arrive à le même constat, la même opinion, Fred, puis c'est exactement pour ça que je l'ai soumis. Là, c'est que je faisais ça, je me suis dit, qu'est-ce que je lui donne? Hey, je lui ai rien donné, puis je veux même pas le faire. Fait que là, je lui ai donné mon plan de cours juste pour tester la patente, mais ça reste un test, puis ça m'a permis là aussi d'arriver à ce genre de constat-là. À quoi ça va servir? Ça va servir est-ce que ça va servir les étudiants ou ça sert à quoi et ça sert qui? Ce genre d'outil-là, pour l'instant, là, j'ai pas trouvé. Si vous la trouvez la pertinence, faites-moi signe, là, mais... Je peux te donner un indice, là. Pitcha, c'est ça? Ça n'a rien à voir avec la pédagogie, là, mais je peux te donner un indice, là. OK, c'est ce que je voulais vous... ça s'appelle Gem de Gemini de Google. Plein d'outils le fun. Allez tester ça de votre côté, puis il y a sûrement des utilisations. Dans mon cas... allons-y prudemment dans cette direction. Véro, tu as ton micro, puis je te vois hocher de la tête. Oui, mais en tout cas, moi, si tu fais un robot Jean-François qui a tout ton contenu de cours, là, moi, je vais le prendre puis je vais jaser avec. Tu vas jaser avec? Ouais, si tu me donnes ouais? Si tu me donnes un accès, là, moi, je vais jaser avec. Moi, il va me servir à quelque chose. Mais le problème, c'est que Google va jaser avec moi aussi. Là. C'est ça que je me dis. C'est ça que je me dis. Ils vont savoir pas mal tout. Parce que dans un cours aussi, il y a de l'information, comme Stéphane disait, il y a de l'information nominative, il y a des noms d'étudiants qui sont là, il y a des choses personnelles que des fois je confie. Puis là, les étudiants aussi, dans les forums de discussion, il y en a qui, moi, je parle de la triche universitaire dans certains modules. Des étudiants qui me confient, j'ai triché dans tel cours, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Écoute, si je donne ça, c'est ça qui est trippant dans le cadre d'un cours, c'est quand même un environnement qui est fermé, qui est fragile, qui est important, qui est éphémère. Puis c'est ça qu'on veut vivre aussi dans un cours universitaire. OK. Autre sujet, je me retournerai vers... On est rendu à Sylvain. Sylboy, c'est comme ça qu'il s'est identifié dans notre studio virtuel. Sylvain Munger, qu'est-ce que tu as à nous confier? Qu'est-ce que tu as à nous confier? Qu'est-ce que tu dis? Oh, ça y est. On retourne au X-Files le début de notre épisode. Sylvain, est-ce que tu allé dans cette direction-là? C'était mon intervention pour aujourd'hui. C'est tout ce que okay, je vous écoute depuis tout à l'heure. C'est ce qui me venait en tête essentiellement. Mais non, mais juste pour peut-être un petit commentaire rapide là, sur
par rapport à ce que Véronique disait, quand on discute de simulation, je l'écoutais parler et ça me rappelait le problème fondamental et la grande critique que j'ai toujours formulée à l'endroit du film Matrix. Hein. C'est que je me demandais, à l'époque où le film avait sorti, je me demandais pourquoi est-ce que l'IA qui avait inventé, fabriqué la matrice et dans laquelle l'humanité baignait dedans, pourquoi est-ce qu'elle s'était embêtée à construire une simulation unique pour toute l'humanité, alors que son problème fondamental, c'est le contrôle, et que ça aurait été beaucoup plus facile et aisé de créer une matrice pour chaque cerveau humain qu'il y avait dans la... Ben oui. Ça coûte trop cher en token, peut-être. Peut-être, oui, c'est intéressant. Ou alors, elle a besoin d'entretenir l'illusion de la révolte qui reste possible. Mais bon, je me demandais, mais je me disais, pourquoi on parle toujours d'une simulation unique alors que ça pourrait être plusieurs simulations? Oui, je pense que c'est une question de puissance de calcul. Je dirais très bêtement comme oui, ça. mais si on est à l'échelle de l'univers, j'ai l'impression que c'est pas leur problème fondamental à eux qui ont mis en place la simulation, c'est pas un problème de token. Okay. J'imagine qu'ils ont quelques ressources dans les tiroirs quand même. Donc, voilà. On écrira le reboot ensemble, Sylvain, avec ce type d'hypothèse-là. Ah oui, ça, c'est sûr. Mais sinon, j'avais une petite, très, très brève intervention à faire. J'en avais deux, hein, mais on s'est restreint à une seule et ça va. J'avais pas eu l'occasion encore dans le podcast de revenir sur la stratégie canadienne IA pour tous. Je sais que beaucoup était dit là-dedans, mais je suis tombé sur un petit texte. J'avais trouvé ça intéressant. Là. C'est Paris Marx, et oui, ça ne s'invente pas, hein, qui est un critique canadien de la technologie. Il a un podcast à lui. Comment s'appelle-t-il? Le podcast, c'est Paris Marx comme Karl Marx. Son podcast, c'est Tech Won't Save Us. Et il écrit aussi dans Disconnect, le newsletter Disconnect. Et c'est justement là que j'ai vu un texte qui est paru qui a été écrit par lui, qui critique cette stratégie canadienne IA pour tous. C'est-à-dire qu'il l'attaque frontalement parce que selon lui, essentiellement, cette stratégie-là, son mandat, sa mission, c'est de l'identification en même temps du problème, c'est il y a un défaut de littératie en IA au Canada. Et c'est ce problème-là qui doit être adressé pour que finalement que la prospérité se génère spontanément. Et lui, donc, sa critique, c'est qu'il dit que le gouvernement agit, quand on lit ce texte-là, là, comme si l'opposition, toutes les oppositions qu'il y a actuellement, là, ça peut être des oppositions, des questions écologiques pour les centres de données, les chatbots ou l'IA générative qui peut manquer de contexte, de compréhension, qui peut amener aussi des dépendances. Et lui, ben, il rappelle que les inquiétudes de la population, ben, quand on lit ces faits divers-là, ben, ils sont très concrètes. Hein? C'est-à-dire que la population, ben, elle a des craintes, elle a des inquiétudes par rapport à la consommation d'énergie. Lorsqu'on installe un centre de données, il y a des retombées environnementales. Le déploiement des chatbots dans les écoles, ça pose aussi des inquiétudes, des effets sur la cognition, hein, les cerveaux des jeunes, de santé mentale, les enjeux de désinformation. De fabulation aussi des grands modèles de langage. Tout ça, c'est vrai. Exact. Ça, c'est comme si ça faisait 150 épisodes qu'on en parle. Là. Fait que ça vient... Donc, tout ça, c'est réel. C'est des inquiétudes réelles. Et là, lui, ce qu'il dit, c'est que les gens, lorsqu'on parle de problèmes de littératie en IA, il dit que les gens ne se méfient pas de l'IA parce qu'ils sont ignorants, selon un peu la perspective qui est celle de la stratégie IA pour tous. Il dit que les gens s'en méfient parce qu'ils voient tout simplement des effets très concrets et qui ne sont pas adressés dans cette stratégie. C'est comme si on faisait équivaloir inquiétude et ignorance. S'ils sont inquiets, c'est parce qu'ils sont ignorants. Parce qu'ils sont ignorants. Puis si on les forme, ils seront plus ignorants et donc ils ne seront plus inquiets. Exactement. Bon, fait que pour lui, si quelqu'un a besoin d'une meilleure littératie en IA, ben, c'est pas le public, mais c'est plutôt les dirigeants politiques qui auraient, à son avis, beaucoup trop intégré le discours de l'industrie, hein, techno-optimiste. Et pour lui, ben, cette stratégie canadienne-là, ben, ça ressemble à une déclaration de foi dans l'IA, tout simplement.
Et le gouvernement part du principe que son adoption va nécessairement produire de meilleurs services, qu'elle va augmenter la productivité, qu'elle va amener plus de prospérité collective et de bien-être. Mais le problème, c'est qu'on reste dans les effets déclaratoires, hein, les effets d'annonce, parce qu'on n'a pas encore fait la démonstration de ça. C'est toujours une mise, si on veut, sur une croyance que dans le futur, ça va arriver. Donc, voilà, c'est un peu l'objet de sa critique. Puis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Puis je m'arrête là parce que j'avais promis que je ferais juste une intervention puis qu'elle serait très, très courte. Puis c'est dans... rappelle-moi, c'est quoi le titre du texte puis l'auteur? Le titre du texte, l'auteur, c'est Paris Marx. C'est paru dans Disconnect, c'est sur le web, le 19 juin. Et le titre, c'est AI Opposition isn't a product of lack of literacy. Ouais, à lire, mais ça fait c'est très court, hein, mais moi, ça m'a amusé en lisant ça. Il y a un problème, c'est que les gens sont un peu imbéciles, tout simplement, sont maladroits. Puis il y a un autre problème, c'est qu'on va pas assez vite aussi dans le texte. C'est ça, c'est l'accélérationnisme. C'est non seulement il faut aller dans cette direction-là, mais il faut y aller de plus en plus vite. L'adoption se fait pas assez vite, ouais. Les entreprises l'utilisent pas assez. La question de la prudence usuelle, là, de mesurer, y aller prudemment, tout ça, on n'est pas dans ce discours-là, on est dans c'est bon, si vous êtes inquiet, c'est parce que vous ne comprenez pas, quand vous allez comprendre, on y va, vous ne serez plus inquiet, puis on y va vite, vite. Moi, j'appelle ça de l'escortisme. La question, c'est pas de savoir si on peut avoir une réflexion intelligente et nuancée sur l'adoption ou pas de l'intelligence artificielle. C'est plus de dire, on y va, vous allez l'adopter, c'est une question de temps, on va vous escorter jusqu'à l'adoption. En faisant un quoi? Accompagnement. C'est ça, on va vous accompagner jusqu'à l'adoption. C'est sûr que d'une perspective économique, ça sert à l'économie d'avoir une bulle spéculative qui spécule de plus en plus et de plus en plus vite. Ça sert à l'économie, mais ça jusqu'à temps que ça ne serve plus. Là, ça a des limites, là, la spéculation. Là, mais c'est quand même un document qui se prétend être la stratégie nationale canadienne en matière d'IA. On parle de stratégie nationale. Donc, c'est quoi leur stratégie nationale? C'est ça? À leur défense, cependant, c'est une stratégie d'adoption de l'intelligence artificielle. Fait que c'est pas une stratégie de gouvernance de l'intelligence artificielle. Puis, tu sais, au départ, je pense qu'il y a eu 11 000 interventions qui ont été collectées sur le site. Là-dessus, ils ont retenu 32 mémoires, je pense. Il y en a 28 ou 29 qui sont disponibles en ligne. Sur le site du gouvernement du Canada. Puis l'enjeu là-dessus, c'est qu'il y a une personne qui vient du syndicat de la fonction publique qui a écrit un mémoire, puis une autre personne qui vient d'une espèce d'organisme là, pro-technologique là, pour ce qui est des Premières Nations, ou en tout cas une des Premières Nations. Tout le reste a été écrit par des acteurs de l'industrie. Là-dessus, il y en a 3 ou 4 qui viennent du... Creative Destruction Lab, qui est devenu comme une espèce de start-up un peu canadienne, qui a des bureaux un peu partout. Puis un des enjeux de fonds que moi j'ai vu, en fait, c'est que dans tous les fonds qui sont annoncés pour ça, il y a au moins 3 organisations qui ont soumis des mémoires, qui ont été retenues, qui pourraient profiter directement des fonds qui ont été annoncés. Fait que dans ce sens-là, ça tempère beaucoup, si on veut, mon enthousiasme par rapport à ce genre d'initiative-là. On y reviendra. C'est un beau... Merci, Sylvain, de nous remettre sur cette piste-là là, de la politique puis de cette stratégie canadienne. Je serais curieux de voir aussi c'est quoi les stratégies d'adoption ailleurs dans le monde, à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est un mouvement unique là, d'aller de plus en plus vite et à ce rythme puis de spéculer sur la spéculation comme ça? Là, Je pense que c'est assez commun, en fait, sauf j'ai l'impression que le Canada, avec cette stratégie-là, il vise... Tu sais, la stratégie, ça, c'est une chose, là, c'est talk is cheap, là, en fait, là, tu sais. Mais je pense que ce qui est visé beaucoup par la stratégie, c'est aussi d'ouvrir ou de commencer à ouvrir ou à cerner la possibilité de participer à un marché de la souveraineté numérique avec des collaborateurs et des partenaires européens. On s'en va comme un peu vers là. Puis, tu sais, il y a plein de choses qui convergent. Là. En décembre dernier, le MCN, donc le ministère de la Cybersécurité du numérique, publiait un arrêté ministériel qui obligeait toutes les organisations publiques ou parapubliques qui souhaitaient utiliser l'intelligence artificielle générative à s'approvisionner auprès de fournisseurs capables de fournir des environnements sécurisés comme Copilote, par exemple. Puis là, je pense que c'est cette semaine, ils viennent de sortir le premier appel à qualification pour des fournisseurs d'intelligence artificielle générative.
pour le gouvernement, là, en fait, pour le Québec. Là. Fait que ça veut dire que probablement Anthropic qui s'installe à Montréal, c'est pas complètement innocent. OpenAI qui va se rapprocher aussi, c'est Anthropic, OpenAI, Copilot, c'est probablement les seuls qui vont offrir des environnements sécurisés, là, qui correspondent à l'espèce de discours autour de la souveraineté numérique aussi. Là. On opère les serveurs, mais les données restent chez vous. Puis moi, j'ai l'impression que la stratégie canadienne de l'IA va vraiment beaucoup vers là. On va soutenir des fleurons d'IA d'ici on va faciliter les partenariats Mistral, Cohere, ce genre de choses-là. Puis on va investir ou essayer d'investir, si on veut, ce qui est vu comme le marché unique de l'intelligence artificielle là, dans l'Union européenne, à travers ce marché-là de la souveraineté numérique qui va gagner en popularité et en importance là, face à la présence de... C'est même plus des géants, là, c'est des titans de l'intelligence artificielle. Ah oui, les titans. Il faudrait les rebaptiser. Moi, j'ai l'impression qu'il y a ce positionnement-là aussi, là, qu'il faut lire dans une stratégie plus large un peu. Là, Véro, je te voyais. Oui, ce qui est proposé là, au niveau des infrastructures, est-ce que ça règle le problème du fait que les entreprises sont quand même américaines au final, là? Parce que souvent, on parle de données hébergées ici, par exemple, de choses hébergées ici, mais tant que l'entreprise est américaine, ça change pas grand-chose au bout du compte, là. Est-ce que ça vient régler ce problème-là? Il faudrait s'assurer que ça règle ce genre de problème-là. Pas ce problème-là, on investit là-dedans pour rien, là. C'est pas... On investit là-dedans en même temps. Ce que ça crée, ça crée des attaches. Par exemple, s'il y a un marché de plusieurs milliards de dollars ici qui satisfait Anthropic, ça veut dire que Anthropic a peut-être des intérêts à défendre ses intérêts canadiens aux États-Unis. S'il y a quelque chose, il y a peut-être des gains politiques, si on veut aller chercher. Moi, je suis vraiment pas un spécialiste, mais je pense pas que ça règle le problème ça règle. Ça atténue peut-être la question de la souveraineté numérique face au Cloud Act des États-Unis, là, si les données sont hébergées ici. Mais dans les faits, si jamais il y avait un gouvernement américain qui décidait de militariser l'infrastructure puis juste de tirer à la plug, c'est ça. Ça fait qu'on a plein d'entreprises soudainement qui ont pu accès à leurs discussions, à leurs artefacts, à leurs projets. De toute façon, c'est un sujet que, merci, on va le reprendre au prochain épisode. D'ailleurs, spoiler, au prochain épisode, on va aller aussi parce qu'il est déjà enregistré le prochain épisode, fait que je sais où on s'en va. Fait qu'on va aller dans ce genre de direction-là aussi, parce que c'est vraiment un enjeu, parce que même si on investit dans Mistral, Cohere canadien, Mistral français, disons que ces compagnies-là obtiennent un succès fulgurant puis sont rachetées par des titans américains, on n'est pas plus avancé, là. Fait qu'il y a quelque chose, là. Même si on se crée nos infrastructures, on crée nos propres LLM, si c'est racheté par d'autres qui sont ailleurs éventuellement, on aura investi tous ces beaux argents et ressources dans un projet de souveraineté qui a été racheté par une autre souveraineté. C'est un enjeu géopolitique maintenant, puis géostratégique. Là, la Chine vient d'annoncer qu'il allait restreindre l'accès à leur modèle frontière aussi. En Occident. Ce qui fait que, on est dans ce genre de game-là dans le moment, puis c'est pour ça que c'est un peu inquiétant. Moi, ce qui m'inquiète, c'est beaucoup la résilience organisationnelle, là, la dépendance technologique qui accompagne ça, puis donc les questions de résilience organisationnelle que ça suscite. Si quelqu'un tire la plug ou s'il y a un bris de service, comment des organisations d'ici continuent à être fonctionnel. Ça pourrait être utilisé comme outil ou arme même géopolitique. Fred, pendant que t'as le micro, je te laisserai avec ton billet à toi, ton intervention. Qu'est-ce que tu nous avais préparé aujourd'hui? C'est vraiment plus léger que ça. Mais là-dessus, je voudrais juste pour finir ce qu'on est en train de dire. Pour les questions de souveraineté numérique puis de la politique nationale de l'intelligence artificielle, je pense que, puis là, je m'excuse Bernard de te déplaire, là, ça va prendre des experts. On va prendre des experts. Voilà. Même si Bernard t'aime pas ça, les experts, là, ça va en prendre plein. Là, tu fais une ref là, à la politique québécoise récente. Donc, si vous êtes en France, Stéphane, je te voyais faire... vous savez pas, c'est qui ça, Bernard? On a un ministre qui était tanné de se faire critiquer à cause des GES, les experts, des gaz à effet, puis qui va s'informer dans les parkings des Walmart. Il dit, lâchez-moi avec les experts. Là, c'est ça. Cette semaine, il s'est choqué puis il a dit, lâchez-moi avec les experts. Je le veux, mon pont. Bon, on a besoin des experts dans la vie. Mais en tout cas, moi, je me suis intéressé plus à quelque chose de léger, parce que mes vacances arrivent. Puis je suis tombé sur une petite recherche qui s'appelle The Impact of AI-Generated Text on the Internet. Fait que, quel est l'impact du slop sur Internet? Sur Internet. J'ai trouvé ça bien intéressant.
j'ai été aidé dans ma lecture par un chercheur que j'aime beaucoup suivre, en fait, un chercheur français, je pense, qui est à l'Institut Max Planck, qui s'appelle Mehdi Moussaïd, qui travaille notamment sur, pour pas que je me trompe avec l'autre, là, sur les réseaux, sur la façon dont les réseaux diffusent l'information. Puis c'est un très bon vulgarisateur, Mehdi Moussaïd. Vous allez le trouver sur LinkedIn, sur YouTube assez facilement. Mais c'est ça. Fait que dans cette recherche-là, ce que les chercheurs ont voulu faire, en fait, c'est d'essayer de tester un certain nombre d'hypothèses. Hein? Fait que, en gros, c'est depuis l'arrivée de ChatGPT, est-ce qu'effectivement on s'en va vers un Internet mort dans lequel on trouverait de l'information qui serait juste synthétique? En gros, c'est un peu ça l'enjeu. Fait que peut-être que vous êtes rendu comme moi maintenant, quand vous cherchez une information sur Google, si vous regardez l'année puis que c'est écrit 2022 et avant 2022, ça vous rassure. Vous savez que ce sera peut-être pas synthétique. Fait que ça, c'est déjà une chose. Mais eux autres, ils se sont dit, depuis 2022, depuis l'émergence de ChatGPT, qu'est-ce qui s'est passé avec le texte synthétique sur Internet? Puis depuis août 2022, selon leurs recherches, là, il y a une augmentation de... En fait, 30% des textes sur Internet sont synthétiques maintenant. Puis ça, comment ils font pour les identifier? Ah, ça, c'est clairement affirmé? Oui, c'est clairement affirmé, puis c'est très bien décrit. Là. Il n'y a pas de souci. Ils ont commencé juste par... En fait, ils ont utilisé des outils comme un outil qui s'appelle Pangram, en fait, qui arrive à détecter, si on veut, des usages de l'intelligence artificielle générative dans des textes. C'est des outils qui génèrent beaucoup de faux positifs, on s'entend, mais Pangram, il est reconnu pour être très efficace, ou en tout cas plus efficace que les autres. Fait qu'ils ont utilisé ça, puis comme c'est des énormes quantités de données, ben à un moment donné, même s'il y a des faux positifs, ça donne un indice, ça donne la température de l'eau. Ça, exact, c'est en plein ça. Puis ils ont testé 6 hypothèses. Donc, première hypothèse. On pourrait appeler ça l'hypothèse de la contraction sémantique. Hein? C'est-à-dire que plus il y a de textes d'IA, donc synthétiques, sur Internet, plus l'éventail des idées originales diminue. Donc, autrement dit, plus la diversité des points de vue diminue, puis le marché des idées, hein, celui qui a été décrit par des philosophes qu'on aime bien, plus le marché des idées devient donc inefficace, si on veut, à produire des nouvelles idées ou en tout cas à identifier les idées qui peuvent être porteuses sur le plan collectif. Ensuite, hypothèse 2, décadence de la vérité. Fait que cette hypothèse-là est assez simple, on la comprend. Hein? Plus le slop se répand sur Internet, donc plus les informations, plus le risque de mésinformation et de désinformation augmente, plus il y a d'informations fausses, plus il y a d'hallucinations. Puis donc, autrement dit, la qualité de l'information se dégrade. Hypothèse 3. Glissement vers la positivité. Hein, on sait que nos générateurs de texte préférés ont été fine-tunés par des humains dans un processus qui s'appelle la rétroaction par... Positive? C'est du... l'apprentissage du... renforcement. C'est par ça. renforcement. Par renforcement, mais par rétroaction humaine. J'essaie de le traduire en anglais en même temps. C'est ça. Fait qu'ils ont fait ça, puis ce que ça fait, c'est que les biais humains envers le texte, puis donc les billets qui sont générés aussi par les demandes des compagnies qui font de la notation, se transfèrent dans nos modèles, ce qui fait qu'ils se sont dit, les modèles sont tout le temps contents. Hey, voulez-vous qu'on fasse ça ensemble? Ah, c'est une super bonne idée que tu as eue. Voulez-vous qu'on fasse ça comme ça? Ton Gem GPT, Jeff, dit, hey, Jeff, c'est vraiment du bon travail que tu as fait. Veux-tu qu'on aille plus loin? Fait qu'ils ont essayé de voir s'il n'y avait pas un glissement vers la positivité. C'est-à-dire, plus il y a de contenu synthétique, plus il y a de slop d'IA sur Internet et sur LinkedIn, plus l'écriture en ligne apparaît aseptisée et enjouée. Ah oui? Ouais. C'est vrai que je les trouve pas mal bien enjoués, un peu trop. C'est fatigant, ça. C'est ça. Après ça, ça rime mal avec mon moral quand je consulte ça. Hein. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme quand vous demandez à un traducteur, à Kagi, de traduire votre statut LinkedIn en disant « Je suis sorti de prison juste à temps pour aller à mon Scrum », puis que ça vous traduit pas de vraiment comme « Ouh, content! » Heureux de vous annoncer que je suis sorti de prison ce matin. Exact. Ça va me permettre enfin de réintégrer positivement mon organisation. Mais là, finalement, l'hypothèse 4, les îlots épistémiques, l'hypothèse, c'est assez simple. En gros, c'est l'hypothèse que plus il y a de contenu d'IA, plus il y a de slop sur Internet, plus le contenu, donc, s'allonge, parce que ces machines-là sont verbeuses, ils produisent du jeton. Donc, l'hypothèse 5, ensuite, la dilution d'entropie. Ça, c'est plus le slop augmente sur Internet, plus le contenu s'allonge, c'est-à-dire que plus la densité de sens s'affaiblit.
Fait qu'on utilise on utilise 4 mots compliqués pour décrire une idée simple. C'est un peu ça que ça veut dire. T'sais, fait qu'il y a comme une perte là-dedans. Ensuite, l'hypothèse 6, la monoculture stylistique. Plus il y a du slop, plus les textes sur Internet ont l'air d'être tous écrits par la même personne ou par le même moteur ou par le même générateur, si on veut. Fait qu'ils ont testé ça, puis... C'est toutes des choses que je ressens en lisant des textes. Là. Puis ils ont testé ça aussi, d'ailleurs, hein, parce qu'ils ont fait une enquête de sentiments, de perception là-dessus, puis on est vraiment beaucoup à ressentir tout ce que je viens de décrire. Puis si tu ressens ça devant un texte qui est écrit par une personne, cette personne-là a un problème. Oui, exact. Si ça ressemble à ça, il faut arrêter d'écrire des textes qui ressemblent à ça. Là. Que ce soit généré par un IA ou pas, il faut arrêter d'écrire des textes qui ressemblent à ça. Ouais, effectivement. Puis anecdote comme ça, j'ai vu une entrevue, j'étais sur un comité de sélection récemment, puis j'ai vu une entrevue, puis il y a une des personnes candidates, elle a fini de parler, elle a fini de faire sa présentation, elle est partie, puis on s'est tous dit, je pense qu'elle s'est préparée avec ChatGPT. Même à l'oral, ça paraît. Non, elle parle comme ça. Tenez-vous-le pour dit. Oh non. Véro, je te voyais réagir. Je suis juste d'accord avec tout ça. Je sens ça tout le temps. Je sens ça dans les présentations que je vois, dans ce qui sort de partout. Partout. Ça me décourage. Vous serez heureux et heureuse d'apprendre que les 6 hypothèses ont été confirmées. Non, justement. Non, que notre perception s'avère fausse. Que nos perceptions s'avèrent... Il y a une twist. Cynique, en fait. Qu'on est découragé pour rien. L'hypothèse, ça dit le contraire. En fait, il y a juste 2 hypothèses qui ont été vérifiées. L'hypothèse, les résultats disent le contraire. Oui, les résultats disent le contraire. Sur toutes les hypothèses, il y a juste l'hypothèse 1 et 3 qui ont été validées. C'est quoi? L'hypothèse 1, c'est la perte de diversité. OK. Ça c'est avéré. Il y a une hausse de 33% de la similarité entre les sites d'IA par rapport aux sites humains. Okay. Donc, si on divisait Internet en sites humains et sites IA, les sites IA ils ont un degré d'homogénéité de 33% supérieur aux sites humains, si on veut. Donc, les humains ont tendance aussi à dire les mêmes affaires. Les humains aussi, c'est juste que les moteurs d'IA automatisent l'homogénéisation plus rapidement, plus efficacement. Un peu plus vite. Fait que si on suit la courbe des textes synthétiques puis du slop qui est déposé sur IA, ça veut dire qu'à un moment donné, il va y avoir une prépondérance de textes synthétiques. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une prépondérance aussi. Oui, parce que là, les résultats, c'est juste en 4 ans. Là, mais si on se projette dans 30 ans, ça se peut que ce soit encore pire. Bonne nouvelle, hein? Est-ce que l'IA multiplie la désinformation? Ben non. Pas plus que des humains. Pas plus que des humains. C'est ça la conclusion. C'est pas qu'il n'y a pas de désinformation. C'est que dans les faits, il n'y a pas de différence. Il y a des vrais humains qui mentent. Oui, ou qui disent la boîte, là. Généralement. Ouais, c'est ça. Ensuite, l'hypothèse 3 qui a été, elle aussi, validée, c'est-à-dire, est-ce que le web devient optimiste? Est-ce qu'on devient de plus en plus enjoué? Puis cette hypothèse-là a été vérifiée. Ça, c'est vrai, ça? Oui, fait que c'est comme si les générateurs de texte puis le slop faisaient en sorte de donner un reflet linguistique de la société qui était un peu sur le Prozac. Fait qu'on n'hallucine pas de voir que LinkedIn est de plus en plus... Non, c'est ça. Les textes sont de plus en plus enjoués, contents, curieux. C'est ça. Même quand tu choisis la version cynique de ChatGPT que j'ai essayé, il est positif quand même. Ce côté-là un peu gossant. Tout le temps. Ouais, c'est comme heureux d'être content, tu me tapes ses nerfs. Heureux d'être cynique. Même quand tu demandes d'être cynique, il reste gossant. Moi, je trouve que là où c'est le pire, c'est sur LinkedIn. Je veux dire, maintenant, c'était pas comme ça avant, mais maintenant, chaque annonce est vraiment... on dirait qu'il y a toute une équipe de marketing qui est en arrière de ça pour booster la nouvelle. Pour chaque affaire, là, c'est rendu que c'est des textes vraiment longs. T'sais, avant, c'était une phrase, OK, j'ai eu mon diplôme avec la photo. Maintenant, c'est tout le déroulement. Je remercie mon père, ma mère, mes oncles, diplôme, ça vaut la peine, là, mais des fois, c'est salut, j'étais allé dîner, là, puis je vous l'annonce, c'était important, j'ai dîné avec Fred, un collaborateur exceptionnel, blablabla. T'es juste allé dîner. C'est le côté mise en scène avec un espèce de nuage ultra positif qui entoure ça. Fait que ça, c'est vrai, là. Me gosse
particulièrement. Oui, parce que j'ai comme l'impression que c'est comme ce qui se faisait avec Instagram, avec les images. Tu sais, c'est une espèce de... Facebook aussi a fait ça. Facebook aussi, mais là, on l'a en texte là, avec les LM. Là. On a ça en texte. On a l'équivalent d'Instagram avec tout le jeu de l'image, de frauduleuse, d'exagération. On a ça maintenant en texte. Et là, ça me parce qu'avant, Instagram, j'étais capable de pas regarder, là, mais je veux dire, là, si c'est les textes qui sont sur comme les LinkedIn, que je suis un réseau où je suis beaucoup, ben là, ça commence à polluer mon environnement numérique à moi. Ça, tu rêves pas, là, Sylvain. C'est vrai, c'est validé par les travaux de ces chercheurs-là. Exact. Fait que là, si on mélange les deux hypothèses qui ont été validées, ça veut dire que dans quelques années, Internet va vraiment être une place super funny, super contente. Avec de moins en moins d'idées. En fait, qui sonne l'activant à tour de bras, mais que dans la rue, tout le monde va vraiment être triste et vraiment un peu découragé. En tout cas, évidemment, ça pointe aussi vers la possibilité d'effondrement de modèles. Hein. Ça veut dire que les modèles vont devenir de plus en plus enjoués, de plus en plus contents, peut-être peut-être qu'Anthropic va découvrir que son modèle est en fait dépressif complètement, puis en tout cas, peu importe. Ça, c'est une autre question. Est-ce que les sites d'IA citent moins les sources que les sites humains? Ça, c'est la quatrième hypothèse. Je pense qu'ils doivent les citer plus, parce qu'on n'arrête pas de leur dire des citer, puis pour eux autres, c'est facile. Pas de différence significative là-dessus. Est-ce que les textes d'intelligence artificielle sont longs et creux? Moi, là-dessus, j'étais vraiment... Oui, c'est sûr que oui, c'est sûr. Mais là, ça dépend évidemment de la métrique qu'on utilise. Mais eux autres, c'est sur la densité d'information ne change pas dans les textes d'IA et les textes humains. Bon. Est-ce que la densité d'information, là, je ne suis pas allé voir exactement, précisément comment ils définissaient ça, là. Mais là, on est dans une analyse qui est plus, je dirais, linguistique, là, qui est plus sémantique. Fait que dans ce sens-là, c'est comment les mots sont utilisés, dans quelle forme, selon quel réseau, dans quel environnement. La densité aussi. Il y a peut-être le fait que, étant donné que ça génère beaucoup au volume, là, ça dilue la densité. C'est ça que je vois avec mes étudiants. C'est-à-dire qu'un texte étudiant, il n'y avait pas beaucoup de texte parce qu'ils ne savent pas souvent bien écrire avec quelques idées. Là, tu as 6 paragraphes pour dire la même chose. Puis là, la densité est moindre là-dedans. Là. C'est ça. Mais je vous reviendrai là-dessus parce que, pour moi, un texte long et creux, c'est une expérience que je fais. C'est pas une mesure. Là. Fait que je vais aller voir. J'ai pas vu comment il l'avait défini, ça, mais ce serait important plus de le voir. Puis ensuite, 6, dernière hypothèse, les styles d'écriture sont uniformes. Ben non, ça n'a pas été validé. Les structures linguistiques entre les pages, différentes pages, les sites web, ont pas l'air d'être très, très différentes. Mais encore une fois, si on imagine que le style est une expérience, alors là, il faut voir la métrique qu'ils ont utilisée dans leur recherche, puis je ne suis pas allé jusque-là. Stéphane, question? Oui, j'ai une petite question. Quelle IA ils ont utilisé pour faire cette analyse? C'est une très bonne question. En fait, ils ont la méthode, là, je vais te la donner, je l'ai ici. Pour savoir, en fait, si c'est des humains qui ont analysé ou plutôt un algorithme qui a fait l'analyse, puisque j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est sûr qu'ils ont utilisé des moyens algorithmiques pour faire l'analyse. Mais est-ce qu'ils ont utilisé des modèles d'IA? Là? Ça, je ne pourrais pas dire vite de même. Là. Je ne l'ai pas vu comme ça dans les premières pages. Mais en gros, ils ont fait 3 choses. Ils ont d'abord fait un sondage de perception pour comprendre comment les adultes américains, qu'est-ce que les adultes américains croyaient ou percevaient du texte, en fait, leur rapport au texte sur Internet. Ensuite de ça, ils ont utilisé Pangram, la version V3 de Pangram, pour faire une analyse de texte sur les Internets, pour voir qu'est-ce qui avait été, pour départager ce qui avait été synthétique puis ce qui était original. Puis ensuite de ça, ils ont fait des tests statistiques sur les 6 hypothèses que je viens de nommer. Pour déterminer si, oui ou non, ils étaient capables de valider les hypothèses. Puis dans celle-là, il y en a 2 qui ont été validées. Effectivement, la diversité des idées sur Internet est en train de se contracter et en même temps, Internet est en train de devenir plus positif. Ça veut pas dire plus... Il peut y avoir des idées racistes positives sur Internet. C'est ça que je veux dire. Là. Donc, ici, c'est dans le ton, là. C'est pas dans le contenu. C'est dans le ton, c'est pas dans le contenu, là. Fait qu'on peut dire des choses horribles de manière positive. Oh, là, oui. C'est ça, exact. C'est pas nécessairement une bonne nouvelle, c'est ça. Là. Trippant, j'aime ta tête, puis j'aime ton approche, puis j'aime l'approche de ce genre de chercheurs-là. Ça rebondit sur ce que Véro disait, là, une approche un petit peu plus... scientifique, on teste des hypothèses parce qu'effectivement, on part d'une perception, puis on en a plusieurs, des préconceptions, préjugements ici même d'ailleurs. Puis tester ça. Est-ce que c'est vrai? Allons tester sur le terrain.
Puis ta question, Stéphane, on l'a testé comment? C'est-tu des humains qui sont allés vérifier ou c'est des IA? Là, ça devient compliqué. C'est l'IA qui analyse l'IA. Une belle boucle à finir. Écoutez, on va arrêter là-dessus. On a fait tout un bout aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Merci à toi, passionné d'intelligence artificielle qui écoute ces bien belles discussions pendant ta marche dans le métro, en allant promener le chien, en écoutant tes podcasts préférés, puis merci qu'on fasse partie de ta liste. Merci à mes collaborateurs aujourd'hui, Véronique Tremblay, merci. Merci. Frédéric Plamondon, merci. De rien partout. Stéphane Minéo, merci. Merci. Et Sylvain Munger, merci. Merci et bon été. Bon été tout le monde. Il nous reste un épisode. On va conclure au prochain épisode. Ce que je vous promets, c'est une rencontre avec les OG Original, les Gangsta Original. C'est les Fred, Jean-François et David seront là réunis. Les 3 membres originels et originales du podcast IA Café. On a fait plusieurs épisodes depuis, mais pour conclure notre 6e saison, j'ai prévu une réunion au sommet entre nous 3. Votre hôte, Jean-François Sénéchal. On se revoit au prochain épisode et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.